Question de santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Aviva. Dans le cadre de notre partenariat avec les hôpitaux de Montpellier, le thème d'aujourd'hui que nous avons choisi est nutrition et obésité. Bonjour Vincent Attalin. Bonjour. Docteur Vincent Attalin, si j'oublie ça. En fait, vous êtes médecin nutritionniste et médecin du sommeil. Et hors antenne, je vous demandais, est-ce qu'il y a un lien? Et vous m'avez dit oui, dans les deux sens. Ben oui, effectivement, il y a un lien entre les deux sens. Le fait de bien dormir améliore souvent les problèmes nutritionnels, et le fait d'avoir une bonne nutrition, un bon poids, de ne pas avoir de problème de poids, en général, on a un meilleur sommeil. Et à l'inverse, le fait d'avoir un mauvais sommeil entraîne des troubles nutritionnels, et le fait d'avoir une mauvaise nutrition, un problème de poids, un mauvais sommeil. Alors, on va éviter de culpabiliser et d'angoisser nos auditeurs avec ce qu'on vient de dire. On est là aussi pour éclairer un petit peu j'allais dire entre guillemets, ce marché. Parce qu'en fait, le marché, le spectacle de la France est beaucoup moins spectaculaire et important que celui des États-Unis, mais quand même, il y a quand même, puisqu'on est avec une dizaine d'années de retard, mais dans ce sens-là, on ne le regrette pas, sur le modèle des États-Unis, mais l'obésité arrive chez nous à grands pas, y compris au niveau des enfants. Effectivement, même aussi au niveau des enfants. Et par contre, il y a quand même un petit recul de l'augmentation de l'obésité chez les enfants ces derniers temps. Donc un éveil, une voilà, conscience. Probablement un éveil, une prise de conscience intéressante. C'est quand même alarmant. Donc j'ai lu quelques chiffres que vous m'avez fait parvenir. Près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité, et 30% de personnes sont hospitalisées parce que dénutries. Donc il y a un vrai problème d'alimentation. Effectivement, oui, un problème d'alimentation, de nutrition. C'est vrai que nutrition englobe alimentation et activité physique, et aussi les rythmes de vie. Mais tout ça fait partie d'une grande frange de la population. Est-ce que l'État est alerté? Est-ce que la prise en charge nutritionnelle est devenue une priorité de santé publique ou pas encore? Il y a des grands plans nationaux qui ont été mis en place depuis quelques années, qui ont fait qu'il y a une prise de conscience importante au niveau de l'État, au niveau des professionnels de santé. De plus en plus de médecins sont formés à la nutrition tous les jours en France. Et donc, il a été créé en 2009 au CHRU de Montpellier, l'unité transversale de nutrition. Pourquoi ça a été créé à ce moment-là? Et par qui? En sachant que vous l'avez intégré un an après, en 2010. Exactement. Mais en 2009 a été créé sous l'impulsion du docteur Sultan et puis du professeur Avignon, l'unité transversale de nutrition, qui avait pour but d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des problèmes nutritionnels au CHU, orienté dans un premier temps sur tout ce qui est dénutrition. On sait que la dénutrition est un gros problème à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on a souvent perdu un petit peu de poids, on mange un petit peu moins bien, et tous les jours, on va avoir finalement une perte de chance de mieux guérir, d'améliorer sa santé à l'hôpital à cause de problèmes nutritionnels. Ça, c'est sur une population vieillissante. Alors la majorité des personnes de Nutri sont effectivement plutôt âgées, mais on voit des personnes dénutries également chez les personnes jeunes en cas de cancer, en cas de problèmes plutôt graves. Donc vous avez intégré en 2010, qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, c'est la passion de la prise en charge nutritionnelle, c'est particulier. La passion. Ah oui, moi c'est une passion qui a été Pourquoi? Vraiment créée. Je suis passé dans le service en tant qu'interne au CHU, puis donc j'ai été au contact du professeur Avignon, de Dr Sultan, d'autres personnes qui m'ont fait aimer ce métier-là de la nutrition. Donc oui, c'est une passion, bien sûr, c'est une passion. Je cherche, c'est vrai que à savoir, parce que vous avez tout un choix, évidemment qu'il y a eu le hasard qui vous a fait atterrir dans ce service-là, qui vous a fait aimer. Les circonstances ont fait que, mais quand même, qu'est-ce qui vous déclenche au fond par rapport à cette spécialité que vous avez choisie et aimée passionnément? Je crois que tout problème nutritionnel fait écho un petit peu en nous, dans certaines choses. Le fait de manger, le fait les rythmes de vie, il y a beaucoup de choses qui font écho en nous, et moi dans tout ce qui est alimentation, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de beaucoup de choses en nous. Donc la passion est née parce que ça a fait vibrer quelque chose en moi intérieurement.
comme dans toutes les passions, finalement. Voilà. C'est vrai que quand on parle de nourriture, c'est pas simple. C'est pas comme, par exemple, arrêter de fumer. On peut arrêter de fumer, mais on ne peut pas arrêter de manger. Parce qu'il y a la notion de plaisir, et il y a, pour citer un psy à la mode qui est Boris Cyrulnik, quand il parle des nourritures affectives. C'est ça, c'est que c'est très lié. C'est cette notion de plaisir, de récompense, de partage, de socialité, etc. C'est difficile d'enlever cette racine-là, ou en tout cas de la maîtriser. Alors je pense que vous avez parfaitement résumé. On ne peut pas maîtriser des passions et des émotions. Et donc il faut vivre avec et essayer d'améliorer sa gestion des émotions. Donc plutôt que d'enlever l'émotion, plutôt d'essayer d'améliorer la prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on mange, quand on dort, quand on vit. C'est plutôt ça, la clé, c'est vraiment la prise de conscience. Alors, donc vous avez créé cette unité transversale de nutrition. Quels en sont les travaux de recherche en cours et pour quel but ? Alors, les travaux de recherche, c'est d'essayer de passer dans tous les secteurs de l'hôpital pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des pathologies nutritionnelles, orienté dans un premier temps sur les pathologies de la dénutrition, donc d'essayer d'améliorer les apports en calories des patients qui sont hospitalisés. Donc on a des diététiciennes qui travaillent avec nous et une infirmière qui travaille avec nous pour former les équipes elles-mêmes à prendre en charge les patients. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous déplaçons pour prendre en charge les patients, mais on va faire de la formation d'équipe sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, c'est-à-dire dans les unités qui concernent la nutrition ou dans tout l'hôpital ? Dans tout l'hôpital. Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc vous formez le personnel à finalement s'occuper des patients qui ont des pathologies différentes et diverses, à les nourrir mieux. Exactement. Et c'est ça toute la difficulté, c'est parce que quand on est spécialiste d'une pathologie, on va avoir du mal à penser à d'autres pathologies transversales, la douleur, la nutrition, et c'est toute notre difficulté, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux équipes médicales et paramédicales de l'importance des pathologies nutritionnelles. Alors, docteur Vincent Attalin, on va faire une première pause musicale. Et vous savez, quand je reçois des invités à la radio, j'aime qu'ils choisissent leur musique, en tout cas celle qu'ils aiment, celle qui leur ressemble le plus. Et vous avez choisi Daft Punk en première pause, donc on les écoute. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Aviva, Monica au micro, pour parler aujourd'hui du thème nutrition-obésité avec le docteur Vincent Attalin. Docteur Attalin, on parlait des travaux de recherche en cours, pour quel but et cela a abouti donc à la création d'une plateforme d'aide à la prise en charge nutritionnelle, l'Avitam, en partenariat avec l'INSERM et l'Université de Montpellier 1. Alors, qu'est-ce que l'Avitam ? Alors, Avitam, c'est une plateforme, c'est un carnet de santé intelligent qui a été créé pour les médecins et pour les patients pour qu'ensemble, il y ait une meilleure prise en charge des maladies chroniques. C'est-à-dire un lien, une communication ? C'est un lien, c'est un dossier partagé. C'est une sorte de box sécurisée, un carnet de santé, c'est ça, un carnet de santé intelligent. Et les patients vont pouvoir, depuis chez eux, remplir leurs données de santé et du mode de vie. Tiens, voilà, je mange, je suis au resto, je vais dire sur Avitam ce que je mange, je me couche à cette heure-là. Et donc, il y a une analyse de tous les éléments des données de santé. Pardon, vous voulez dire que les médecins, les responsables de ce service regardent et lisent tout ce qu'écrivent les patients ? Alors, c'est un peu ça parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont très prolixes. Alors, Avitam fait justement une synthèse de tous ces éléments sous forme de feu rouge, orange, vert, avec des recommandations en face de chaque élément. Donc les médecins qui reçoivent les patients en consultation ont la possibilité donc d'aller sur Avitam et d'avoir une synthèse de tous ces éléments. Pour voir où ça a pêché, ou si ça a encouragé. Exactement.
Par exemple, on va prendre l'exemple d'un patient, parce que là, on parle de nutrition et d'obésité. Quelqu'un qui vient pour obésité, peut-être que la majorité des médecins pensent à dépister un trouble du sommeil, mais peut-être pas tous. Et donc, le patient va remplir depuis chez lui un questionnaire qui va évaluer son sommeil. Et le médecin, une fois en consultation, va pouvoir dire à son patient, au fait, monsieur, au fait, madame, on n'a pas parlé de votre sommeil. Il semblerait que vous ayez un problème de sommeil. C'est une sorte d'anamnèse un peu. Exactement, c'est ça. C'est un assistant qui permet au patient, depuis chez lui, de remplir plein de données. Beaucoup plus finement. Exactement. Et l'époque moyenâgeuse où on nous remettait une feuille avec ce qu'il fallait pas, comme les 10 commandements. On a l'impression un peu de ça. Tu dois et tu ne dois pas. Hein, c'est un peu ça. Mais là, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on redonne le pouvoir au patient. C'est ça. Et bravo. Merci. Et on lui permet de prendre conscience de ce qu'il fait sans pour autant être dans le côté c'est bien ou c'est mal. Non, c'est pas ça. C'est le fait de, voilà, vous avez faim, vous mangez, vous vous faites un petit plaisir, ok, mais vous prenez conscience. On n'est pas en train de dire non, le chocolat c'est interdit, non, les hamburgers c'est interdit. On est en train de dire, vous prenez conscience de tout ça et on va pouvoir vous aider. Donc en fait, le médecin et le patient sont partenaires. Exactement. D'accord. Donc, on parlait donc de ces comportements alimentaires. Quelles sont les grandes lignes des comportements alimentaires en France? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées fausses. On en parlait hors antenne tout à l'heure. On nous a bourré la tête depuis tant d'années sur alors il y a des régimes dissociés, affamants, aberrants. Je parle en tant que patiente, qui nous ont faussé tout discernement. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'il faut réellement faire ou pas, si on fait bien ou pas, tout est faussé. Alors comment rectifier tout ça et pour revenir aux origines naturelles des choses et à une certaine raison? Ce qui est extrêmement important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de redonner le pouvoir aux personnes. Avant, dans les régimes, il y avait le médecin qui ordonnait le régime et le patient devait le suivre. Et s'il n'y arrivait pas, voilà. Et s'il n'y arrivait pas, c'était lui qui était en faute. Et conduite d'échec. Et il se mettait en conduite d'échec, en conduite de frustration, de culpabilité. C'était extrêmement difficile. Là, on est en train de redonner la possibilité aux personnes de reconnaître leurs propres sensations. La faim, le rassasiement, le plaisir de manger, le temps du repas, de la convivialité. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de redonner ce pouvoir aux personnes en disant finalement, je me rends compte que j'ai pas si faim que ça. Je me rends compte que j'ai pas tant envie de chocolat que ça si vraiment je m'écoute. Et c'est l'histoire de l'éléphant rose dont on parlait tout à l'heure, c'est que si on nous interdit de penser à un éléphant rose, on va obligatoirement y penser. Voilà. Alors, quelle résolution il faudrait prendre? Et la deuxième question, quel est le circuit classique d'un patient en surpoids actuellement? Alors c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que il y a certaines personnes qui ont conscience d'avoir un problème de poids et d'autres qui ne l'ont pas. Et pour les personnes qui n'ont pas conscience d'avoir un problème de poids, on a beaucoup de mal à les aider parce qu'ils n'ont pas envie d'être aidés. Et la première des choses, c'est peut-être de les laisser tranquilles, ou en tout cas, comme pour le tabac, de les informer au fait, est-ce que vous êtes conscient que vous avez un problème de poids, mais sans pour rentrer dans la culpabilité. Pour ceux qui ont un problème de poids et qui en ont conscience et qui demandent une prise en charge, de l'aide, là ça va passer par le médecin traitant ou des spécialistes qui vont pouvoir les aider à établir un programme de prise en charge pour récupérer leurs sensations, d'essayer de trouver pourquoi est-ce qu'ils mangent quand ils n'ont pas faim, est-ce qu'ils ont des émotions, est-ce qu'ils se sentent mal, est-ce qu'ils sont déprimés, est-ce qu'ils ont un problème de sommeil. Donc on va faire une cartographie de tout ça. Et Ceavitam nous aide là-dedans, c'est qu'on va essayer de ne rien oublier et on va pouvoir prendre en charge tous les points bloquants de la prise en charge. On espère tous, parce que moi je me souviens avoir vu des journaux complètement fous où on nous faisait croire des choses qu'en temps normal on ne croirait pas, parce qu'on est très cartésien quand même en tant qu'être humain. Par exemple, prenez tel médicament, tel remède, dans la nuit vous maigrirez de 12 kilos, etc. Qu'est-ce que j'ai voulu y croire? Est-ce qu'on peut espérer un jour un médicament miracle et sans risque? Est-ce que c'est en chemin ou pas du tout? Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question, dans la mesure où il y a beaucoup de molécules qui sont dans les clous de nombreux laboratoires
Donc redevenir passif en fait. Hein. De là à pouvoir dire avec certitude, oui, une molécule va sortir et oui, elle va régler les problèmes d'obésité, là je ne suis pas compétent pour y répondre. Alors, une question aussi que j'aurais dû poser au début, qu'est-ce que l'obésité ? Alors, l'obésité, selon les recommandations, c'est un excès de masse grasse néfaste pour la santé. Ça, c'est une première définition. La deuxième définition, c'est un indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille au carré, supérieur à 30 kg par mètre carré. Mais on en discutait hors antenne tout à l'heure. C'est difficile de faire rentrer, de transformer des personnes dans des cases. Et ça, c'est extrêmement difficile, en tout cas dans le service, parce qu'on respecte énormément les personnes. Et c'est pas parce qu'elles ont un IMC à un certain point qu'on va pas les aider. Donc, c'est surtout à partir du moment où il y a une souffrance. À partir du moment où une personne souffre, oui, on doit pouvoir l'aider. Parce que vous pensez que les obèses, il y en a qui ne souffrent pas ? Il y a certaines personnes, je ne suis pas dans la tête de toutes les personnes qui ont un problème d'obésité, mais il y a certaines personnes qui le vivent bien, qui sont bien dans leur corps et qui n'ont pas forcément envie de changer. Après, de là à dire qu'elles ne souffrent pas... Difficile. Alors c'est vrai que c'est difficile quand je vous posais cette question un peu diabolique du médicament miracle. C'est comme la pilule du bonheur, quoi. Voilà. Être passif et avoir un médicament qui résout à notre place tous les problèmes, c'est un peu, voilà. C'est un peu difficile à croire, mais en fait, ce que j'ai compris, d'après ce que vous nous dites, c'est qu'à un moment donné, en prenant conscience, il faut faire autrement. Alors, on avait eu la chance il y a quelques années d'avoir David Servan-Schreiber qui était venu ici à la radio. Et à l'époque, il nous avait alertés, puisque lui-même avait survécu plus de 19 ans à des cancers très graves. Et il nous parlait de la santé physique et morale, c'est-à-dire l'alimentation, une certaine activité physique et un mental. Est-ce que dans votre structure, vous prenez en compte, j'imagine, la santé mentale ? Alors oui et oui. On travaille en étroite collaboration avec une psychologue, avec une équipe de psychiatres également. Il est extrêmement clair que la prise en charge psychologique est importante dans notre service. On ne peut pas s'en passer, c'est sûr et certain. Parce que chaque personne est différente et que les motivations des uns et des autres sont tellement... Eh bien oui, quelqu'un qui a un problème... Autant de cas que d'êtres humains. Mais oui, tout à fait. Alors, on va se distraire un peu. Vous avez choisi comme deuxième pause musicale Did Twice, Devil's Tune. You know what, Nicolas? On peut avoir ça? Bon, ben on l'écoute. Radio Aviva avec le docteur Vincent Attalin. Le thème de ce jour étant la nutrition et l'obésité. On va continuer à parler de ce qui nous intéresse donc aujourd'hui. On a vu juste avant, Vincent, faire autrement. Et moi, j'avais envie de vous demander là aussi, parce que sur d'autres sujets, j'avais interviewé des médecins et souvent dans les études classiques de médecine, on les sent pas du tout formés et démunis actuellement devant ce problème-là. Donc il faudrait peut-être voir pour former tous les médecins, parce que les médecins généralistes et autres sont souvent confrontés à des problèmes de nutrition. Et puis alors, j'aimerais aussi parler de ceux qui font du fric, quoi, avec juste des copies de régime. Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des contrôles de l'ordre des médecins? Comment ça se passe? Nous aussi, on est démunis.
Alors sur le premier point, sur la formation des médecins, c'est un point qu'on est en train de mettre en place avec Avitam. C'est que sur la plateforme, on a la possibilité de former les médecins en même temps qu'ils consultent. C'est-à-dire que normalement, un médecin actuellement, pour se former, il a une obligation de se former, doit arrêter ses consultations pour aller écouter un expert ou le faire sur son temps libre de chez lui. Et en fait, avec Avitam, la plateforme nous permet en même temps d'avoir des conseils pour les patients, des ordonnances non médicamenteuses, d'avoir les recommandations de bonnes pratiques et des retours d'expérience. Et en ça, notre plateforme forme les médecins en même temps qu'ils consultent. Et c'est un modèle innovant. Ils n'ont plus besoin d'arrêter leur consultation pour se former. Et donc, on est en train de créer des partenariats avec des organismes de formation qui, justement, utilisent la plateforme pour former leurs médecins. Alors, le travail que vous réalisez avec les équipes et ces recherches ont été reconnues avec des prix financiers, souvent, pour vous encourager dans ces recherches-là. Vers quoi on se dirige et quel est l'avenir ? Alors là, nous avons eu donc fin 2014 la réponse d'un appel d'offres donc qui va comparer pendant 2 ans des médecins et des patients Avitam versus des médecins et des patients non Avitam, et on va pouvoir voir les économies de santé effectuées lorsque les patients et les médecins sont avec Avitam. Ils vont améliorer la prise en charge des maladies chroniques, et on va pouvoir voir les économies de santé à 2 ans. Le deuxième point, c'est le déploiement avec les centres spécialisés obésité. Donc il y a 37 centres en France et certains centres ont manifesté leur envie de travailler avec nous, et on va à partir de mars déployer notre offre de formation pour les médecins généralistes intéressés par la prise en charge des problèmes nutritionnels. Donc en Auvergne, on va voir nos collègues en Auvergne pour justement prévoir des programmes de formation là-bas. C'est très clair. Alors, c'est vrai qu'on parle de cette solitude des médecins souvent dans les formations, on l'a dit. Donc, il y a beaucoup à faire à tout point de vue. On l'avait vu avec les médecins cancérologues pour l'annonce du diagnostic, etc., où les jeunes médecins demandaient une formation là-dessus. J'aimerais revenir un petit peu sur les patients, parce que quand même... Bien sûr. Il n'y aurait pas de médecin s'il n'y avait pas de patients, et inversement. On a l'impression, et on l'a dit au début de notre entretien, de vouloir les responsabiliser et pour toute leur vie, en fait, et non pas juste sur un moment de vie. C'est un enjeu extrêmement important que de changer le comportement alimentaire, parce que, vous nous l'avez fait comprendre, ça se décide ensemble. Il faut contrôler son mental, sa main, son appétit. Ça se raisonne, et c'est vraiment la première fois qu'on nous présente les choses autrement, et non pas juste avec une feuille photocopiée en disant c'est ça et pas autrement, comme une dictature, quoi. En fait, Avitam est l'encadrement nécessaire. Alors nécessaire, il y a d'autres moyens d'y arriver. En tout cas, on a essayé de mettre dans cette plateforme la possibilité de donner de la place aux patients autant qu'aux médecins. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Dans le service, les patients sont satisfaits d'une chose en particulier, c'est qu'on les écoute. Et qu'ils nous disent « Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas m'avoir jugé. » Et ça, c'est important pour nous, de laisser la place aux patients pour exprimer ses difficultés, ses envies, parce que très souvent, il y a énormément de motivation, mais ils se sentent bafoués dans leur motivation parce qu'ils sont un peu cassés par certains professionnels. Donc oui, on essaie de les écouter. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité qui s'est faite au niveau des médecins en se disant on s'est complètement trompé ? On a, au contraire, au lieu de vouloir faire les choses, on a aggravé le phénomène. Mais nous, en culpabilisant. On s'en est rendu compte dans notre pratique. Alors c'est surtout le professeur Avignon qui a lancé ça, qui a alerté ça. C'est que lui, quand il était encore chef de clinique, il nous racontait qu'il faisait beaucoup de régimes, et il se rendait compte lui-même dans sa propre expérience qu'il y avait peu d'amélioration du poids parce que il y avait cette culpabilité. Et ça vient de lui, c'est lui qui s'est dit mais bon sang, mais on pourrait mieux aider nos patients si on les écoutait. Et l'un des éléments importants en médecine, c'est avant tout ne pas nuire.
Et déjà, on sait qu'on nuit moins si on n'a pas de discours culpabilisant. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait changer le terme de patient ? Alors là, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir, je ne sais pas si Antoine Avignon écoutera l'émission, mais si vous saviez le plaisir que ça va lui faire de voir parce la que conclusion ça décloisonnerait de cette cette espèce interview. de forteresse où Exactement. on met les médecins et les malades. Donc on peut dire, il va falloir qu'on fasse un petit concours à la radio pour savoir quel terme correspondrait le mieux à ce qui est l'avenir. En tout cas, on est très très content de vous avoir reçu, docteur Vincent Attalin. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et médecin du sommeil. On est vraiment très content parce que là, vous nous avez rendu des hommes et des femmes qui ont ces problèmes-là et qui sont vraiment maintenant acteurs et non plus spectateurs passifs. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres informations. On a hâte de savoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Question de santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva.